Salut tout le monde, bienvenue dans une deuxième balado, un deuxième podcast de style plus ouvert un petit peu que j'ai commencé depuis hier. Je suis présentement sur l'heure du midi puis j'avais le goût d'enregistrer un petit quelque chose. J'ai écouté les rapports financiers de Nvidia hier puis j'ai écouté certaines entrevues avec le président de la compagnie depuis. Puis j'avais le goût de venir discuter un petit peu de ça. Ça se trouve à être la continuité, ben pas la continuité en fait, là, mais ça se trouve à être la deuxième édition de ce type de vidéo que j'essaie de commencer à faire. Donc sans plus tarder, allons-y. Hier, Nvidia a remis ses rapports financiers. Les rapports financiers étaient quand même très positifs. Je vais en fait même apporter les stats tant qu'à en parler. Nvidia stock. Donc, si je m'en vais ici, on peut voir l'action est en baisse, quand même de façon relativement significative. Je ne sais pas si on peut voir une espèce de compte-rendu rapide de leur rapport financier. Mais bref, j'ai comme un tableau à quelque part. J'aurais aimé ça voir comme juste le earning total puis le petit tableau que je suis habitué de voir. J'essaierai de trouver ça pour la prochaine fois. Mais tu sais, comme on peut voir ici, c'est écrit Nvidia smashes expectation yet again. Donc Nvidia a battu les attentes. Puis c'est ça. Au niveau des... je vais retourner avec une configuration. Au niveau des résultats financiers, c'est excellent. Moi, pendant que j'écoutais les résultats financiers, j'étais impressionné. C'était au-dessus de ce que j'avais lu qui étaient les attentes. Puis les attentes étaient quand même très élevées pour cette compagnie-là. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait comme une explosion. Ben, une explosion. Peut-être pas une explosion parce que c'était pas... Ils n'ont pas battu les attentes de tant que ça, mais les attentes avaient été placées quand même très hautes. Puis ils ont été capables de battre leurs propres attentes, les propres... Donc, je m'attendais définitivement à une réaction positive. Je suis surpris qu'aujourd'hui, la bourse réagisse de façon négative face au earning d'hier, parce qu'il me semble qu'il était extrêmement positif en général. Mais on dirait vraiment que là, il y a une tendance négative face à l'intelligence artificielle présentement. C'est peut-être autour de Musk, c'est peut-être autour de Trump, c'est peut-être autour de la Chine, le modèle chinois, je ne sais pas exactement ou juste une continuité de l'espèce de crainte et l'espèce de résistance que je ressens depuis la sortie de ChatGPT. Fait que je sais pas exactement pourquoi expliquer la baisse, mais on dirait que, selon mon analyse personnelle, on dirait que la tendance se maintient, puis les choses vont très bien, puis les grosses compagnies continuent à investir beaucoup, le progrès continue à avancer rapidement, Nvidia continue à vendre énormément de produits, etc. Donc ça semble être la continuité. Là où je sens une forme de shift, c'est au niveau des investisseurs, comme le sentiment des investisseurs. Ben, je dirais depuis 23 mois, quand j'ai découvert ChatGPT et l'intelligence artificielle pour la première fois, mais en fait, c'est pas vrai, je connaissais déjà l'intelligence artificielle depuis bon, les années, je pense, en 70, que c'est Blue qui avait battu Kasparov aux échecs. En tout cas, bref, depuis quand même un certain temps, il y a des formes d'intelligence artificielle qu'on connaît et qu'on sait qu'ils sont peut-être extrêmement efficaces. Par contre, c'est comme dans des domaines très précis, puis il y a beaucoup de limitations. Quand il est arrivé de ChatGPT, moi, ça m'a jeté en bas de ma chaise. C'est le plus impressionné, je crois, que j'ai jamais été de ma vie d'adulte, du moins, là, peut-être en tant qu'enfant, quand tu vas au Galerie de la Capitale ou quand un enfant va à Disney World, des affaires comme ça. Peut-être qu'en tant qu'adulte, ça peut pas comparer à ça, mais quand j'ai vu ChatGPT, c'est incomparable avec aucun autre niveau d'impressionnement que j'ai connu avant, là. Je croyais pas. Je pensais que je me suis dit, ça se peut pas, c'est impossible, c'est un truc, c'est truqué, c'est des Indiens à quelque part qui répondent à ma question. Il y a des humains, genre, tu sais, ça se peut pas que l'ordi est capable de répondre aussi vite que ça, puis d'être aussi cohérente dans sa réponse, puis de sonner autant humaine.
Puis donner vraiment l'impression qu'il comprend parce qu'un petit peu après, dans les mois qui ont suivi ma réaction initiale, j'ai fini par comprendre que ChatGPT comprenait pas vraiment ce que je disais. Il était extrêmement bon pour avoir de l'air de comprendre, puis ses réponses avaient de l'air extrêmement cohérentes, puis donnaient l'impression qu'il savait ce qu'il disait. Par contre, il y avait beaucoup de limitations dans ça. Mais la réaction initiale a été wow, ok, c'est révolution mondiale qui vient d'arriver. J'avais vu quelques années avant le documentaire, un documentaire extraordinairement intéressant. Si vous n'avez pas vu ça, ça s'appelle, je pense, AlphaGo, le nom du documentaire. Puis c'est un documentaire sur l'intelligence artificielle qui a joué au jeu Go. Puis un jeu Go, c'est extraordinairement compliqué. Il y a beaucoup de pièces possibles, beaucoup plus de coups possibles qu'aux échecs. C'est comme comparer le nombre de grains de sable dans une plage au nombre de grains de sable sur Terre. Fait que ça a l'air que c'est comme vraiment exponentiellement plus de coups que les échecs. En fait, là, j'ai oublié de dire les échecs, mais c'est ça. Il y a beaucoup. Fait que l'ordinateur est pas capable de juste calculer les coups. Puis là, il n'existe pas vraiment d'intelligence artificielle vraiment efficace. Fait que c'était avant AlphaGo, fait que c'était difficile de faire avancer puis de pouvoir avoir comme des bases de données de concrètement efficaces de qu'est-ce qui est des bons coups et tout. Fait que c'était considéré comme étant quelque chose qui était incalculable. Ce serait pas possible pour les ordinateurs de pouvoir jouer à Go un jour. Ça prenait comme l'intuition humaine pour pouvoir jouer à ce type de jeu-là. Puis finalement, le documentaire a démontré le progrès de ce type d'intelligence artificielle-là, qui était le modèle alpha, qui a été utilisé dans toutes sortes d'autres facettes. Puis la façon que cette intelligence artificielle-là fonctionnait, c'était extrêmement différent de ChatGPT, un LLM, ou de Blue puis Stockfish, qui sont des engins pour les échecs. Ben, c'est très différent la façon que cette intelligence artificielle-là a appris. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris je sais même pas s'ils ont appris les règles, mais ils ont mis quelques règles de base à dire voici comment tu fais pour jouer. Puis après ça, ils ont fait jouer contre lui-même des milliers et des millions de games. Puis là, éventuellement, il a appris à quand je fais telle affaire, ben je gagne. Puis il a comme défini lui-même qu'est-ce qui pouvait être bon, au lieu de se fier sur la connaissance actuelle, la connaissance humaine, puis de s'entraîner sur la connaissance humaine. Il a juste appris par lui-même. Puis il a réussi à atteindre des niveaux quand même assez impressionnants. Puis il y a un fameux coup, le coup numéro 37, qui est comme un coup légendaire, qui est comme un moment légendaire dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Parce que il y a eu un tournoi qui a été fait avec le grand champion, le plus grand champion de Go humain, qui a joué contre AlphaGo. Puis pendant la première game, je pense que c'est la première game, mais peut-être la deuxième game, il y a eu un coup à un moment donné où le coup avait comme tellement pas rapport. Les commentateurs, le joueur adverse, Lee Sebald, qui était le champion humain, tout le monde est comme n'a pas compris ce qui venait de se passer. Il a comme fait un coup, puis il a fait on dirait que l'ordinateur vient de bugger, là, il vient de faire de quoi qui a complètement pas rapport. Puis les commentateurs, ils riaient, tu sais, puis tout le kit, là, ils placent la roche où ce qu'elle va. Mais Go, c'est tellement compliqué, c'est différent des échecs. Finalement, beaucoup plus tard dans la game, 200 coups plus tard, le coup par rapport numéro 37 était le coup miraculeux qui a gagné la game. Puis maintenant, ce type de coup-là est appris à Go, puis les nouveaux professionnels de Go font ce type de coup-là, puis c'est quelque chose qui aurait peut-être pris des dizaines d'années, des centaines d'années avant que l'humain ait cette intuition-là, puis qu'on puisse apprendre ce mode de fonctionnement-là. Donc c'est vraiment le fun, toutes les capacités que ça amène, parce que ce type d'intelligence artificielle-là pensait en dehors des limitations de la fameuse boîte, là, pensait en dehors de la boîte. Cette intelligence artificielle-là avait pas la boîte, il l'a construit elle-même, fait qu'il a été capable de penser dans un autre contexte que ce que nous autres, on a toujours fait. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant. Puis il existait déjà toutes sortes d'autres aspects spectaculaires de l'intelligence artificielle. Ça m'intéressait quand même, mais en même temps, on connaissait Alexa, on connaissait Siri, on connaissait Google, Allô Google, ces affaires-là, puis ça marche pas bien. Quand tu essaies de faire de la reconnaissance vocale, aux affaires-là,
ça fonctionnait pas bien. Là, j'ai jamais, tu sais, quand j'en ai testé, je suis quelqu'un qui fait de la technologie tout le temps, puis qui essaye de se tenir à jour, puis de tester les nouvelles technologies. Quand j'essayais ça, puis tu fais comme, voice command, call telle personne, puis tu sais, tu fais des affaires de même. J'aimais pas ça. Je me sentais mal à l'aise de le faire. Souvent, ça fonctionnait pas bien. T'es obligé de répéter. T'as l'impression d'avoir de l'air con, même si t'es tout seul chez vous. Il y avait quelque chose que j'aimais pas par rapport à Siri, puis tout ça. Puis là, quand on est arrivé à ChatGPT, j'ai fait, wow, ok, là, c'est un. On est ailleurs, là, complètement. Là, on parle plus de la même chose qu'Alexa. Puis là, je me suis dit, OK, ça va révolutionner le monde au complet. Moi, je veux absolument commencer à investir dans les compagnies de hardware parce que ce genre de choses-là va soit remplacer les humains dans plusieurs tâches, soit ça va être 100% indépendant, ça va être capable de faire les tâches que nous autres, les humains, on est obligés de faire jusqu'à maintenant. Ou ça va devenir comme un assistant, puis que là, un humain avec un bon outil d'intelligence artificielle va être beaucoup plus efficace. Mais dans tous les cas, la productivité humaine va accélérer énormément. Puis ce qu'on va avoir besoin pour faire ça, c'est du matériel. C'était ma pensée, fait que j'ai commencé à investir dans ça. Ça a été très payant. J'ai été chanceux, j'ai investi là, dans Nvidia beaucoup avant que ça commence à exploser. Dans d'autres une de ces compagnies-là. Fait que ça a définitivement été une bonne intuition à ce moment-là. Par contre, plus que ça va, on dirait que les sentiments changent. Depuis le tout début, là, j'ai ouvert une grande parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le tout début, moi j'ai découvert ChatGPT et que j'ai fait wow, c'est révolutionnaire. J'en parle à tout le monde autour de moi, puis j'écoute des vidéos, puis j'écoute la télé, puis ces affaires-là. Puis je ressens beaucoup de retenue, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de monde qui font même des efforts pour dénigrer l'intelligence artificielle puis tout. Fait que ça, j'ai été vraiment, vraiment très surpris. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, ouais, c'est extraordinaire, révolutionnaire, blabla. Puis là, quand j'ai vu la réaction du monde, j'ai fait comme c'est donc bien bizarre que le monde réagisse comme ça. Puis après ça, j'ai réfléchi moi-même par rapport à ma propre vie, puis je me suis dit, ben dans le fond, moi-même, j'ai réagi souvent comme ça. Je pense que j'ai comme été chanceux de découvrir ça à un moment où j'étais ouvert à ce genre de découverte-là. Puis j'ai comme décidé d'embarquer, puis j'ai comme. Mais si je l'avais appris autrement, puis que j'avais comme été plus défensif au début, puis que j'avais comme pris une position plus comme moi ça m'intéresse pas trop, ben peut-être que je m'aurais ancré dans ça, puis que j'aurais. Donc, je pense que c'est une réaction humaine. Je pouvais me rappeler moi-même, mettons, avec les iPhones, puis les smartphones au début, les cellulaires intelligents. Cette situation-là avec l'intelligence artificielle m'a fait penser à ça. Puis je me suis dit, vois-tu, moi, qui était quelqu'un de technologique, qui travaillait dans le domaine, qui a tout le temps été intéressé par ça, passionné par ça, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que ça m'intéresse, les cellulaires. J'avais décidé de prendre la position que, non, moi, les cellulaires, ça m'intéresse pas. Tu sais, la vie privée, puis tout le temps avoir comme un ordinateur dans ma poche, puis que tout le monde peut tout le temps m'appeler, puis que j'ai tout le temps des notifications qui arrivent. Puis j'avais du monde dans mon entourage aussi qui en avait des cellulaires avant moi, puis qui étaient comme on dirait tout le temps sur le cellulaire, ces affaires-là. En fait, non, moi ça m'intéresse pas, mais pourtant j'étais le public cible parfait. Là. J'aime la technologie, j'aime les ordinateurs, d'avoir un ordinateur dans ma poche. Il y a tellement d'avantages. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la position inverse pendant aussi longtemps, mais j'ai fait ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui font un peu la même affaire avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas exactement pourquoi ils prennent la position opposée. J'imagine que c'est comme la part du changement, c'est comme naturel que ben moi j'ai vécu toute ma vie de cette façon-là, puis je suis vivant, puis j'ai été capable de prospérer, etc. Puis je connais ça, tandis que là, ça c'est nouveau, je le connais pas, peut-être qu'il va y avoir du négatif, tout le kit, fait qu'il y a peut-être de ça que juste évolutionnairement, on craint un peu le changement, puis on veut plus garder le statu quo, puis quand on n'est pas obligé de changer, ben, on n'a peut-être pas le goût de changer. Fait que c'est peut-être ça, tout simplement, là, une espèce de réaction humaine naturelle. Mais là, ça, je détecte ça depuis le début. Comme au niveau de la population, quand je parle au monde, le monde qui n'a pas comme décidé d'embarquer encore puis qui n'ont pas un intérêt déjà envers ça, sont comme réticents, puis ont comme même un côté négatif par rapport à ça.
Mais le sentiment de Wall Street et de la bourse était quand même très, très positif jusqu'à récemment. Puis là, on dirait que j'ai senti un shift peut-être depuis DeepSeek, depuis que le modèle chinois est sorti, où ce que là, on dirait que le sentiment a changé. Là, le fait que les Chinois ont réussi à faire un modèle, je pense qu'il a fait peur à beaucoup d'investisseurs. Le fait que il y a de l'incertitude, fait peur à beaucoup d'investisseurs. Puis aussi, ben, la manière dont ça a été présenté, DeepSeek, c'était comme, OK, ben là, on aura plus besoin d'autant de matériel puis de dépenser pour des milliards parce que là, DeepSeek, on est capable de faire une version améliorée, miniature, que comme tout le monde peut rouler un peu chacun chez eux. Fait que pourquoi on investirait des milliards et des milliards dans des gros centres? Fait que je pense qu'il y a beaucoup cette espèce de sentiment-là présentement qui fait que le sentiment général de la population est relativement négatif encore envers, malgré qu'il y a de plus en plus d'adoption, puis que l'essayer, honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Fait qu'il y a de plus en plus d'adoption qui se fait au niveau de l'intelligence artificielle, mais ceux qui le font pas sont encore réfractaires au changement puis à ce genre de grande révolution-là. Puis, ben, tu sais, si tu sais qu'il existe quelque chose qui peut améliorer et accélérer tout le monde, puis que toi, tu t'en sers pas, ben, j'imagine que c'est normal que tu n'aies pas le goût, que ça l'accélère, puis que ça aille de mieux en mieux, puis que les autres ont accès à des outils de plus en plus performants que toi, tu décides de ne pas prendre. Fait que j'imagine que c'est naturel que ceux qui l'utilisent pas préféreraient ralentir ou arrêter ça, puis que les gens l'utilisent moins et tout. Mais ceci étant dit, moi, en tant que expert en technologie, puis maintenant je me considérerais expert quand même en intelligence artificielle. Là, je suis pas dans le top 1%. Parmi tous les experts de l'intelligence artificielle, je suis pas dans le top 1%, mais je suis dans le top 1% mondial. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse pas de ça du tout. Et je veux dire, je fais partie de ceux qui s'intéressent le plus de ça. J'écoute extrêmement beaucoup de vidéos. Je m'en sers constamment tous les jours. J'ai fait beaucoup de tests avec toutes sortes d'outils. Fait que bon, je peux me considérer comme un expert en intelligence artificielle, même si moi-même, j'ai pas été capable de concevoir et de faire de révolution au niveau de l'intelligence artificielle. Ben, c'est ça, je me considère quand même un expert. Puis de mon point de vue d'expert et d'investisseur et tout, je regarde ça puis je me dis, les choses n'ont pas changé, même au contraire, les choses s'en vont dans la bonne direction. Donc, ma vision change pas vraiment. Il y a des changements au travers de tout ça, évidemment. Le progrès arrive très vite, les coûts sont différents aussi, etc. Fait qu'il faut tout le temps un peu réévaluer notre position, puis qu'est-ce qu'on croit qui va arriver. Mais, tu sais, DeepSeek a été tellement révolutionnaire, puis ce que l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui, parce que je racontais en 2023, j'ai découvert après quelques temps que dans le fond, l'intelligence artificielle ne comprenait pas vraiment ce que je disais. Puis, malgré qu'il sonnait très confiant, bien souvent, il disait un peu n'importe quoi. Là, c'est plus le cas. Depuis les modèles de reasoning de OpenAI, puis ce que DeepSeek a été capable d'imiter, là, on dirait vraiment qu'elle comprend. Puis quand on fait des tests, il commence à être vraiment difficile à mélanger. Là, avant, c'était, très souvent, il était, comme ChatGPT, la première version, ChatGPT 3.5, je pense qu'il était la toute première version Legacy. Il était capable d'avoir des bons scores à des examens, des affaires-là. Ce qui était connu, il était quand même bon. Puis, ça peut ressembler à si tu demandes à ton ami qui est bolé, quelqu'un qui est meilleur que toi, puis qui est comme une petite encyclopédie, puis tu lui poses une question, ben, il va se tromper des fois. Là, puis des fois, il a entendu l'information, puis il pensait que c'était la bonne information, puis finalement, ça l'était même pas. Puis des fois, il fait juste se tromper. Puis, donc, bref, il y avait un beaucoup plus gros niveau de variance entre ses bonnes réponses et ses moins bonnes réponses, qui était facile à mélanger. Là, aujourd'hui, tabarouette, elle s'est rendu impressionnant. Là, je fais beaucoup moins de programmation, fait que je peux moins facilement le challenger dans quelque chose qui est comme plus difficile, qui est plus technique, puis que je peux avoir une réponse concrète d'OK, as-tu réussi à 100%? Mais les tests que je fais sont extraordinaires. Donc là, la progression au niveau des performances de l'intelligence artificielle, c'est on track. Il y a pas eu de il y a pas eu de plafonnement du tout. C'est en accélération. Tout va bien. Les modèles sont de meilleur en meilleur. Les coûts reliés sont mieux avec DeepSeek qui a sorti entre autres.
Mais sinon, il y a quand même d'autres méthodes qui ont été faites par d'autres gens, puis même OpenAI, etc. Il y a beaucoup d'améliorations par rapport à ça. Le coût du modèle que je parlais, 3.5, ChatGPT 3.5 au début, Legacy était tellement cher, puis la qualité était moindre. Là, maintenant, on fait tellement plus pour moins cher, fait qu'il y a une très grosse amélioration là-dessus. Les investissements publics, écoute, ça c'est un très gros enjeu. Ben là, la France a annoncé comme. Ben, je pense pas que la France a investi elle-même 109 milliards, mais a annoncé qu'il va y avoir 109 milliards d'investissements en France dans les prochaines années pour des infrastructures au niveau de l'intelligence artificielle, puis des data centers, des centres de données. Puis le projet Stargate aux États-Unis de 500 milliards qui a été annoncé. La Chine investit. On n'a pas accès aux chiffres de la Chine parce qu'ils ils donnent pas accès à ce type d'informations-là au public. Mais encore moins au public qui n'est pas chinois, là, mais même le public là-bas n'a pas accès à ce type de données-là. Mais la Chine investit de façon spectaculaire dans le domaine. Fait que ça, c'est un autre aspect qui va très, très, très bien. Puis, ben, tu sais, mettons comme moi, je pense que, tu sais, j'ai pas le choix de regarder toute la vie de mon propre point de vue. Puis moi, quand j'ai utilisé ChatGPT 3.5, ça m'a encouragé. Il y a eu beaucoup de bénéfices, mais je pense qu'il y avait aussi une espèce d'idéalisme, puis tout ça. Puis un peu ma bulle a fini par péter à un moment donné. Fait que oui, j'ai eu un très gros gain de productivité, mais je pense que c'était un peu dû à ma propre enthousiasme et optimisme et mes propres efforts additionnels qui ont mené à autant de résultats puis autant de progrès. Parce que l'outil lui-même avait quand même des lacunes très significatives. Mais bon, avec cet outil-là, avec Google, avec ce que je connaissais déjà, etc., ben, ça faisait un gros outil de plus, puis ça m'a lancé sur une nouvelle piste. Mais là, je peux dire, aujourd'hui, en 2025, comparé à ce que c'était en 2023 quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, on n'est plus à la même place pantoute, là. Moi, en tant qu'humain, je suis très sincèrement tellement plus productif que je l'étais en 2022, mettons en janvier 2022, depuis que j'ai ChatGPT et que j'ai ce genre d'outil-là. Puis là, si je compare à ChatGPT version 2023 avec la version ChatGPT version 2025, ça aussi, là, c'est une grosse amélioration. Fait que là, j'ai pas le choix de me dire, regarde, il y a d'autres humains ailleurs qui font comme moi, là, qui ont découvert cet outil-là, qui ont appris cet outil-là, que l'outil s'améliore de plus en plus, puis qu'eux s'améliorent à l'utilisation de cet outil-là, puis qu'en plus, ils ont comme parti des projets, puis qui ont comme. Mon niveau de productivité est comme. C'est parabolique comparé à avant. Là. Il y a des fois, en 2022, début 2022, où je me disais, Caroline, que je fais pas grand-chose. Quand ma journée de travail est finie, ben, je joue à des jeux vidéo, j'écoute la télé, mais j'ai des projets, là, j'avais des affaires. Là, j'ai tout le temps appris sur la technologie, mais je trouvais qu'il y avait comme une perte de temps ou un manque d'optimisation ou de. J'ai de la, j'ai de la difficulté à mettre le doigt dessus spécifiquement, mais ça m'arrivait souvent de me dire, j'aimerais d'être capable d'en faire plus, puis d'avoir le goût d'en faire plus aussi. Il y avait comme un aspect qui était pas juste je suis moins productif parce que j'ai pas les bons outils, mais aussi des fois, on dirait que ça me tente pas. C'est comme lourd. Le travail de recherche est plus dur. Tu sais, chercher sur Google, puis poser une question, puis d'avoir comme 10 sites, puis il faut que tu rentres dans le site, puis que tu t'épluches un peu en gros, puis que là, si ça a de l'allure, ben là, tu peux aller un peu plus en profondeur, puis là, des fois, tu vas dans 4-5 sites avant de trouver un ou deux qui t'intéressent, puis après ça, tu commences à lire vraiment plus en détail, puis c'est comme plus un article général, puis là, tu lis ça sur une page d'ordinateur, puis souvent, je trouvais ça quand même assez lourd. Pourtant, avec ChatGPT, c'est du texte à l'infini, lui, il fait juste me répondre en texte, mais il répond à ma question directement, puis il répond à moi, là, comme s'il me parlait à moi. Puis il me répond par petits segments. Fait que c'est tellement plus facile pour moi, c'est tellement plus interactif et plus intéressant pour moi d'apprendre comme ça que de simplement faire juste. Puis tu sais, je vais encore sur Google là, après ça là, pour faire d'autres contre-recherches, puis après ça approfondir, puis aller poser une nouvelle question, etc. Fait que tu sais, Google est encore extrêmement utile dans mon processus de recherche et d'apprentissage, mais ChatGPT est venu tellement enrichir le processus, c'est tellement moins plate, c'est tellement plus le fun d'apprendre avec un outil comme ça, parce que j'ai l'impression comme si je suis en train de parler avec quelqu'un. Puis là, en plus, il y a les affaires vocales aujourd'hui. J'utilise pas beaucoup le vocal. J'ai un petit côté avec la sécurité. Là. J'ai un petit côté parano avec la sécurité, puis j'essaye de. En tout cas, j'ai quelques craintes par rapport à ça, fait que je l'ai utilisé un petit peu, mais
J'essaie de rester avec le côté plus texte. Mais c'est ça, je me dis, il y a beaucoup de monde, probablement chacun individuellement, qui ont tellement augmenté leur productivité. Écoute, les signaux positifs que je reçois de mon côté sont extrêmement nombreux. Puis, tu sais, dans le fond, je suis venu parler de Nvidia, puis là, je l'écoutais parler, Jensen Huang, qui est le président d'Nvidia. Puis il disait justement, je pense que le monde a un peu mal compris le phénomène DeepSeek. Ce qui est arrivé avec DeepSeek, puis ce qui est arrivé avec OpenAI, mais la version payante de OpenAI, les modèles de reasoning demandent extrêmement beaucoup plus de computing power parce que là, au lieu de juste directement, tu poses une question, puis là, il travaille, puis il te output des mots à mesure. Mais là, à la place, il travaille, puis là, il se output, il s'écrit du texte à lui-même, puis après ça, il se relie lui-même, puis là, t'as peu, puis là, il continue. Fait que là, c'est tellement plus lourd, c'est comme s'il passait en boucle 4-5 fois, puis bon, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd le processus, mais les machines sont meilleures, ils ont été réfléchis pour ça beaucoup plus maintenant, fait que nos machines sont meilleures, l'infrastructure est meilleure, etc. Fait qu'on est capable de faire tellement plus avec ce qu'on a aujourd'hui, puis les résultats vont être juste tellement meilleurs que le phénomène DeepSeek vient pas, au contraire, vient pas du tout ralentir le besoin d'intelligence artificielle, puis le besoin de matériel, parce que tu as besoin de faire rouler ça. Donc, bref, c'est un domaine super hyper intéressant. Le domaine de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur lequel je m'informe constamment. Je veux commencer une autre série de balados plus organisée, moins libre et moins ouvert, puis avoir comme plus un sujet, puis un développement plus construit avec comme une direction, puis après ça une conclusion. Là, ça ici, c'est un style beaucoup plus libre. Mais j'adore parler du sujet. Je vais continuer de m'informer là-dessus, puis ça va me faire plaisir de vous en parler. Tous ceux qui sont restés et qui sont encore ici, écoute, ça fait 27 minutes présentement, donc c'est déjà un long vidéo que j'ai fait. Je vais mettre fin à la vidéo. Je suis sur mon heure de dîner en plus. J'ai pris la moitié de mon heure de dîner pour pouvoir faire cette vidéo-là. Donc je vais aller manger, je vais mettre fin à la vidéo. Ça va me faire un plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Ceux qui apprécient cette vidéo-là, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous feriez de mieux, ce que vous feriez de pire. Ce que vous trouvez le pire, ce qu'il faudrait changer, les améliorations possibles, les sujets potentiels. Écoute, laissez-moi des commentaires. Ce type de contenu-là serait mon type de contenu préféré. Fait que si je suis capable de mettre ça en place, puis de devenir bon à faire ça, puis qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je vais être tellement heureux. Ça va être mon type de contenu préféré à faire. Donc, c'est ça. Pour tous ceux qui sont encore là, je vous remercie vraiment beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. S'il vous plaît, mettre un thumbs up, un like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça va m'aider tellement beaucoup en tant que petite chaîne de technologie québécoise. Le bassin de population est beaucoup plus petit. Ça va être plus difficile pour moi de monétiser puis de pouvoir rentabiliser ça puis de me donner comme une justification de faire ça. Mais c'est mon rêve. Écoute, j'ai le goût de réussir à faire ça un jour. Fait que j'ai décidé de commencer puis de travailler sur ça. Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée puis on s'en parle très bientôt.